Yo, coucou, aujourd'hui on va faire lecture d'un article qui est paru sur Skeptical Inquirer. Il s'agit d'un article écrit par Jerry R. Coyne et Luana S. Marora. Je ne sais pas si je les prononce bien, dans ce cas je suis désolé. Il ne s'agit pas d'une étude, il s'agit en fait de personnes scientifiques qui viennent nous parler de la terrible subversion idéologique de la biologie. Donc on va le voir au fur et à mesure, mais en fait la plupart de ce qu'ils font ce sont juste des hommes de paille. Donc il faut bien comprendre que là c'est un article en fait d'opinion. Enfin bref, on va commencer, surtout que je sais que cet article va surtout faire plaisir. Il y a Mors Majorum qu'on a parlé, il y a Psychodélique aussi. Donc voilà, on va en parler parce que visiblement, je pense que ces personnes n'ont pas lu les études qui ont été faites sur le genre, sur ce qu'ils définissent comme woke en fait. C'est bien des fois de faire des critiques, mais quand on n'a pas lu les théories et les choses comme ça en question, ça marche pas trop. Bref, commençons. Résumé. La biologie fait face à une grande menace, des politiques progressistes qui changent la façon dont notre travail est effectué. Parce que c'est vrai qu'avant, à part les politiques progressistes, il n'y a aucune autre politique qui vient se mettre parmi les sciences, etc. Même vous, en fait, qui faites cet article, ne le faites pas pour des raisons politiques, bien sûr, ça serait malvenu. Délimitant des domaines de la biologie qui sont tabous et ne seront pas financés par le gouvernement ou publiés dans des revues scientifiques. Stipulant les mots que les biologistes doivent éviter dans leur écriture et décrétant comme la biologie est enseignée aux étudiants et communiquée aux autres scientifiques et au public à travers la presse technique et populaire. Bon, c'est pas très très bien écrit, c'est un petit peu lourdingue. Mais quels sont les mots qui sont interdits? Non mais c'est très bien parce qu'on nous dit oui, c'est terrible, il y a des terribles progressistes qui nous empêchent de dire certains termes, qui nous obligent bref, ils nous imposent des trucs, mais on verra peut-être par la suite, mais pour l'instant c'est pas expliqué. Nous avons écrit cet article non pas pour soutenir que la biologie est morte, pourquoi elle serait morte, mais pour montrer comment l'idéologie l'empoisonne. C'est vrai que les personnes qui parlent n'ont pas du tout d'idéologie. Ça, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'idéologie dans la science. Ça me fait marrer en fait ces personnes qui pensent qu'on est dans le monde des bisounours et que aucun scientifique n'a d'opinion politique, et de se dire que même s'ils ont des opinions politiques, ils seront forcément objectifs. Non, ça paraît con, mais normalement vous êtes censé être scientifique et vous savez que le but de la science, c'est on fait des études. Quand on a une étude qui nous montre ça, on se dit bon, il y a peut-être une piste. Et quand, au bout de 100 études, on voit qu'il y en a 87 qui prouvent le même résultat sur 100, on se dit effectivement, il y a plus de chances que ça soit vrai. Mais c'est justement pour éviter les biais de subjectivité, etc. Enfin bref. La science qui nous a tant apporté tant de progrès et de compréhension de la structure de l'ADN, à la révolution verte et à la conception des vaccins Covid-19, est menacée par un dogme politique qui étrangle nos traditions essentielles de recherche ouverte de commissions scientifiques. Ça fait marrer. Parce que tradition essentielle de recherche ouverte de communication scientifique, ça fait pas très scientifique en fait. Bref. Oui, la science nous a beaucoup apporté, mais c'est pas parce que des personnes font des résultats de recherche qui ne vont pas dans votre idéologie qu'ils sont forcément idéologues. Parce qu'évidemment, c'est facile de traiter tous les autres idéologues, mais on voit bien en fait que, on va voir à travers cet article, ce que ces personnes sont aussi idéologues, qui sont aussi des opinions politiques, bien s'ils veulent dire le contraire, parce que eux, à mon avis, se disent oui, nous sommes très objectifs, etc. Voilà. Alors qu'ils sont bourrés d'opinions comme tout le monde, voilà.
et se disent ah bah tiens, ces résultats, non, cela ne me convient pas, cela a dû faire par un dogme scientifique, voilà, bref. Voyez le bousin. Et parce qu'une grande partie de ce dont nous discutons se produit au sein de la science universitaire, où de nombreux scientifiques sont trop intimidés pour dire ce qu'ils pensent. Bah oui, c'est pour ça que vous, qui êtes trop intimidés pour dire ce qu'ils pensent, faites des articles dans des revues, voilà. C'est pour ça qu'on ne vous entend pas. Sur les chaînes de télé, partout, et que votre discours est quelque peu le plus important dans la sphère médiatique. Mais bon, visiblement, vous n'arrivez pas à parler, vu que vous faites des articles. Le public est largement étranger à ces questions. Malheureusement, ah oui, c'est vrai que les terribles universités qui seraient gangrénées par les woke, c'est vrai qu'on n'entend ça jamais. Jamais. Malheureusement, au moment où ils deviennent apparents, pour tout le monde, il sera peut-être trop tard. Ah, nous connaissons tous les guerres culturelles qui opposent les progressistes de gauche aux centristes et à ceux de droite. La vision des mondes est un peu limitée. Dans le passé, ces escramouches portaient sur des questions politiques et socio-culturelles, et dans le milieu universitaire se mettaient en grande partie aux sciences humaines. Bah non. Non, je sais pas d'où ça vient, mais bon. Mais mis à part les guerres socio-biologiques des années 70, notre bataille éternelle contre le créationnisme, désolé, mais le créationnisme n'a jamais fait partie des sciences, en fait. Vous pouvez pas vous dire que ça a été parmi les sciences socio-culturelles ou les sciences ou la politique. Ça a juste été divulgué par des religions, ça n'a jamais été scientifique. Nous, biologistes, avons toujours pensé que notre domaine éviterait de telles luttes. Après tout, la vérité scientifique serait sûrement à l'abri des attaques ou des distorsions de l'idéologie politique. Et la plupart d'entre nous étaient trop occupés à travailler dans le laboratoire pour s'engager dans des querelles partisanes. Ouais, c'est pour ça que vous faites des articles partisans. C'est parce que vous n'avez pas le temps, vous voyez. Nous avions tort. Ah oui, les scientifiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'académie ont été parmi les premiers à commencer à purger politiquement leur domaine, en déformant ou même en mentant sur des vérités gênantes. On ne sait pas quelles sont ces vérités gênantes, mais peut-être qu'on le saura, peut-être. Des campagnes ont été lancées pour éliminer le jargon scientifique. Pour éliminer du jargon scientifique des mots jugés offensants, pour s'assurer que le résultat susceptible de nuire aux personnes considérées comme opprimées soit retiré des manuscrits de recherche pour orienter le financement de la science loin de la recherche et vers la réforme sociale. Ça serait bien en fait qu'on ait des exemples, mais bon. Le gouvernement américain a même refusé de rendre publiques les données génétiques requis avait l'argent des contribuables. Ces analyses de ces données pouvaient être considérées comme stigmatisantes. En d'autres termes, la science et nous parlons ici dans tous les domaines STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, est devenu fortement taché de politique, alors que la justice sociale progressiste écarte notre véritable travail, trouver la vérité. Waouh, les mollets, la vache, c'est un peu le melon. Désolé, mais je pense qu'en tant que scientifique, on cherche à s'approcher de la vérité. Je pense que toute personne un peu qui se surestime pas trop sait que on est très loin de la vérité. On le sera peut-être pas un jour, mais on progresse petit à petit. Enfin bref, en biologie, ces changements ont été un désastre. On ne sait pas quels sont ces changements, on ne sait pas ce que ça a causé. En diluant notre capacité à enquêter sur ce que nous trouvons intriguant ou important, en retenant le soutien à la recherche, en contrôlant le ton politique des manuscrits et en diabolisant les domaines de recherche et les chercheurs eux-mêmes. Les idéologues ont payé des pistes entières de recherche. Cela réduira le bien-être humain, car comme les scientifiques le comprennent, et comme le montre le lien entre les bactéries résistantes à la chaleur et les tests PCR, nous ne savons jamais... c'est quoi ce truc montre le lien entre les bactéries résistantes à la chaleur et les tests PCR. Ok, nous ne savons jamais quels avantages peuvent en découler de la recherche motivée par la pure curiosité. Mais nourrir la curiosité a une valeur qui lui est propre. Après tout, cela ne nous rend pas plus sains ou plus riches d'étudier les trous noirs du Big Bang, mais cela enrichit certainement nos vies de connaître de telles choses. Aux dernières nouvelles,
aucune personne que idéologue, voilà, va se dire oh non, il ne faut pas faire des études sur les trous noirs, non, il ne faut pas faire d'études. Ainsi, l'érosion de la liberté académique en sciences par idéologie progressiste nous blesse à la fois intellectuellement et matériellement. Alors, donc, c'est beaucoup d'attaques, on ne sait pas, voilà, ils me disent oui, il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser, il y a des recherches qui sont... Mais prouvez-le, bordel! Parce que là, ça fait juste hyper complotiste, quoi, en disant il y a un ennemi de l'intérieur qui nous empêche de faire des trucs. On peut pas vous dire quoi, mais il nous empêche des trucs, il nous empêche de dire des trucs. On peut pas vous dire quoi, mais... Bien que la biologie soit heurtée à l'idéologie à d'autres moments et endroits, ok. Par exemple, l'affaire Lysenko, soviétique, créationnisme, le mouvement anti-vax. Le créationnisme, alors l'affaire Lysenko, soviétique, je ne sais pas ce que c'est. Le créationnisme et le mouvement anti-vax, ce ne sont pas des choses qui sont étudiées. Voilà, c'est pas la science en fait. D'accord. Ce sont un peu ce que vous faites, quoi. Des personnes, justement des personnes qui ne sont pas scientifiques, qui se sont dit que ce serait mieux. Voilà. La situation actuelle est pire qu'elle affecte tous les domaines scientifiques. Prouvez-le, bordel. Si c'est aussi grave, prouvez-le. C'est quand même dingue. Ce qui est tout aussi regrettable que les scientifiques eux-mêmes, aidés par des administrateurs universitaires, sont devenus complices de leur propre musulman. Oui, ça se voit, vous êtes tellement muselé que vous faites des articles. Voilà. Nous avons ici 6 exemples de la manière dont notre propre domaine, la biologie évolutive, et des organismes a été entravé ou déformé par l'idéologie. Chaque exemple implique une déclaration inexacte propagée par des idéologues, sûrement propagée par vous en fait, parce que généralement, on va le voir après, mais à chaque fois ce sont des choses où vous dites ils ont dit ça, mais en fait personne n'a dit ça. Donc bref, chaque exemple implique une déclaration inexacte propagée à la suite d'une brève explication de la raison pour laquelle chaque déclaration est fausse. Enfin, nous tenons ce que nous considérons comme l'idéologie derrière chaque inexactitude, puis évaluons cet hommage à la recherche scientifique, à l'enseignement et à la compréhension populaire de la science. Et ça serait pas vous qui faites un petit peu les idéologues pour vous dire tel résultat de recherche ne me plaît pas, donc on va dire hop, on va faire un homme de paille et tout. Notre préoccupation ultime, la recherche en biologie, la découverte de nos faits, mais la recherche n'est pas exempte d'influence sociale. Mais c'est bien. Vous vous rendez compte qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, c'est cool. Va de pair avec l'enseignement et l'acceptation publique des faits biologiques. 6. Dont certains ont beaucoup de mal à comprendre. Certains domaines de la recherche sont stigmatisés par les médias, par exemple la compréhension du public en souffrira. Et... alors, ça n'a aucun sens. Si certains domaines de la recherche sont stigmatisés par les médias, et là vous direz par exemple. Donc on s'attend à un exemple. Quels domaines de la recherche sont stigmatisés par les médias? Et là on nous dit la compréhension du public en souffrira. Bon, j'espère que c'est juste la traduction, parce que là, il s'ensuivra une perte d'intérêt pour l'enseignement ainsi que pour la recherche dans ces domaines. Nous concentrer sur nos propres domaines de la biologie évolutive, parce que c'est ce que nous sentons le plus obligé de défendre. Nous ajoutons que les conflits idéologiques connexes sont courants dans les sciences telles que la chimie, la physique, les mathématiques et même l'informatique. Dans ces autres domaines, cependant, les affrontements impliquent moins de limites d'effets scientifiques et plus d'efforts pour purifier le langage. Théoriser les mesures traditionnelles du vérité, changer la démographie des scientifiques, modifier également la façon dont la science est enseignée et décoloniser la science. On ne dit pas à décoloniser comme ça, bref. Biologie évolutive a été particulièrement sensible aux attaques contre la vérité scientifique. Elle traite de sujet le plus épineux de tous, l'origine de la nature d'Homo sapiens. Commençons par une idée fausse sur notre espèce qui est devenue assez courante. Bref, commençons. Le sexe chez l'homme n'est pas une distribution discrète et binaire d'hommes et de femmes, mais un spectre. Là, en fait, c'est un homme de paille. Parce que, de base, tout dépend de ce qu'on définit par sexe. Et je pense que comme ils vont le voir après, ils vont juste définir sexe par les gamètes sexuels. Donc si on ne prend en considération que les gamètes sexuels, oui, c'est binaire. Mais le genre est un spectre. Et
ça, malheureusement, en fait, je pense que aucune personne, les terribles idéologues dont il parle, me dit que le sexe n'existe pas, qu'il n'existe pas de type de gamètes sexuels, etc. Bref, commençons. L'affirmation, une des distorsions politiques les plus courantes de la biologie. Elle est fausse car presque tous les êtres humains sur Terre appartiennent à l'une des deux catégories distinctes. Votre sexe biologique est déterminé simplement par le fait que votre corps est conçu pour fabriquer de gros gamètes immobiles ou de très petits gamètes mobiles. Oui. Et en fait, c'est pas compliqué. Le sexe, c'est... on va définir le sexe par la capacité à fabriquer, comme vous l'avez dit, des gamètes spécifiques. Mais le terme, par exemple, mâle et femelle, ne se limite pas à ça, en fait. Quand on parle de mâle, on attribue des caractères sexuels primaires et des caractères sexuels secondaires. Pareil pour la femelle. Et donc, on se rend compte déjà que rien en prenant en compte le caractère primaire, et donc la capacité de pouvoir faire des gamètes, immobiles ou mobiles, que certaines personnes, effectivement, ont des gamètes mobiles, d'autres ont des gamètes mobiles. Certaines personnes ne peuvent pas produire de gamètes, voilà, parce qu'ils ont été pourvus d'appareils génital, et d'autres personnes sont capables de peut-être produire les deux gamètes. Voilà, c'est en gros, on le voit d'un point de vue chez les humains, c'est vrai que le caractère hermaphrodite est beaucoup plus rare. Voilà, c'est extrêmement rare, et que la plupart du temps, voilà, c'est quelque chose, les gamètes ne sont pas forcément viables. Mais j'ai l'impression de me faire auto-perdu. Et donc là, on voit bien en fait que juste en prenant en compte les deux sexes possibles, on se rend compte qu'on a besoin d'impliquer quelque chose en plus pour pouvoir montrer la diversité des êtres qui sont possibles. Parce que juste en prenant la capacité à produire des gamètes immobiles ou des gamètes mobiles, on se rend compte qu'on arrive à 4 possibilités. D'où l'intérêt de mettre le genre. Et personne ne l'a dit, par exemple, si on prend cette définition du sexe, que le sexe n'était pas binaire. Bien sûr, je ne suis pas spécialiste, peut-être que dans d'autres organismes, parce que là je crois qu'il parle des organismes vasculaires, peut-être que chez d'autres organismes, voilà. Il y a peut-être des types de sexe, mais ça je ne suis pas au courant. Mais oui, du coup, personne n'a dit du coup que il n'y avait pas de sexe distinct, et que dans ces sexes, en fait, il y avait un spectre. Par contre, ce qui est dit, c'est que comment s'identifier les personnes, et donc le genre, que ce soit le genre biologique ou le genre social, là, il y a un spectre. Vous voyez ? Donc, on est tout de suite dans l'homme de paille. Et c'est ça un gros problème. C'est que ces personnes n'ont jamais lu des recherches sur le genre, etc. C'est un gros problème en fait. Ils se disent oui, ils font des affirmations, mais personne ne dit ça. Même chez les plantes, nous observons la même dichotomie des problèmes. La différence de taille peut être énorme. Le humain, par exemple, a donc chez les plantes, c'est à peu près 1,28 m, et la plupart des plantes, c'est mesure. Au moins les arbres sont marqués. Chaque gamète associée par un producteur complexe, les produits sont porteurs de ces deux signes reproducteurs, ce qui s'appelle les sexes. Parce qu'aucun type de gamète ni chez les animaux n'est pas vasculaire. Et pas de gamète intermédiaire. Et il n'y a pas de troisième sexe. Bien que de nombreuses espèces d'animaux et de plantes soient hermaphrodites, oui, mais là on parle des hermaphrodites, les termes hermaphrodites, ça définit pas un sexe, d'accord. Ceci combine simplement des fonctions mâles et femelles. L'histoire d'un individu ne constitue pas un troisième sexe. Oui. Vraiment,
Donc après, ce que certaines personnes sont pas capables de comprendre, comme ça faisait marrer, parce que chaque fois on disait c'est intersexe, c'est-à-dire plus sec que le troisième sexe et un troisième sexe, c'est incroyable. De plus, les problèmes de développement peuvent avoir à produire des personnes intersexuées, y compris les hermaphrodites. Oui, les variantes de développement sont très rares, consistant environ qu'une personne sur 5600. Et ne représentant pas non plus les autres sexes. Mais personne ne dit ça. Bref, ce n'est pas que chez les protistes, ce n'est que chez les champignons et que nous trouvons plus de cas sensitifs. Nous, et on dégrade de même taille. Ce calme, avec un unique capable de s'écouter avec des membres ne pas quelle classe, sauf malheur. Si vous vous assouplez à définir sur le sexe, ceci pourrait être considéré comme des sexes multiples. Mais pour éviter contre toute confusion, l'économie les appelle type la conclusion. À toute fin pratique, le sexe est donc binaire, non seulement chez les humains, mais chez tous les animaux et les plantes. Et c'est un binaire parce que la sélection naturelle a favorisé l'évolution d'un binaire, une vie pratique laissée par nous. La condition sexuée ne serait amenée à élaborer les conséquences de la vie sur la violence et autres sexes puissants. De faire d'autres si vous comprendre pourquoi les sexes ont en fait tout. C'est fou parce que là en fait à chaque fois oui, ils ont raison, je crois. Quand on prend ces définitions de sexe, le sexe est binaire. Mais le problème c'est que dans la tête de beaucoup de personnes, pour les personnes qui ne sont pas biologistes, etc., le sexe en fait défini, c'est un peu comme le genre, parce que le sexe est défini non pas uniquement par le type de gamètes, mais aussi par les caractères sexuels secondaires, etc. Et donc, nous avons surtout un problème de mots et de sens. Parce que quand d'autres parlent de sexe d'une certaine définition, d'autres parlent de l'autre, donc c'est propos constant, on s'en sort pas. Donc, on faudrait mieux de se dire que le sexe, c'est partie génitale, et de se dire pas que le genre, c'est voilà, c'est les parties génitales et les autres les caractères sexuels. Ça serait beaucoup plus simple, et on aurait d'ailleurs un genre biologique qui serait sur la biologie, et un sexe social qui pourrait être en partie sur le genre biologique, et en partie sur les questions en fonction de la société, etc. Bien qu'il ne soit pas vraiment nécessaire d'avoir deux types de gamètes distincts pour obtenir l'avantage bien établi de la définition sexuée, l'évolution du binaire sexuel s'est reproduite plusieurs fois. Mais en fait, là c'est toujours fatigant parce qu'en fait ils sont toujours dans leur truc, ils sont en train de se battre contre un moulin à vent en fait. Parce qu'ils se disent, oui, les terribles idéologues disent que le sexe est non binaire. Mais les personnes qui disent que le sexe est non-binaire n'ont pas la même définition de sexe que eux. Et puis, ils sont très peu en fait. Pour voir la stabilité de la condition des sexes. Par exemple, ce qui est chez les mouvements, chez les oiseaux, bref. On va passer aux autres trucs parce que, au bout d'un moment, le problème c'est qu'on se comprend pas. C'est que ces personnes n'ont jamais lu les terribles idéologues woke, les terribles progressistes. Et donc, leur truc, par exemple, toutes les différences comportementales et psychologiques entre les hommes et les femmes sont dues à la socialisation. Aucune personne progressiste n'a dit ça. Aucune. Donc bon, au bout d'un moment, c'est facile de dire oui, regardez, les gens, ils pensent que ça. Bah non. Ça serait peut-être bien d'arrêter de prendre, de nous faire passer pour des cons et d'écouter ce que les gens ont à dire. Ah non, personne ne dit ça. C'est une idéologie bien connue de la table rase. Il n'est utilisé par personne. C'est-à-dire que tous les êtres vivants, hommes, les femmes, naissent avec la proportion de portée de la même humaine. Et quelles que soient les différences comportementales et psychologiques, nous observons surtout, elles découlent uniquement de la socialisation et de l'influence environnementale. Donc personne ne dit ça. Personne. D'accord ? Par contre, ce qu'on dit, c'est que oui, la biologie, la génétique ont un rôle
sur le comportement des personnes et la socialisation aussi. Et ce qui est important de savoir, c'est quelle est la partie psychologique. Enfin, évidemment, les deux sont intriqués. On ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Et c'est très compliqué de pouvoir distinguer ce qui est de l'acquis et ce qui est du né. Et ça, c'est un énorme problème. Et malheureusement, encore une fois, ça va être comme ça tout le long. Je pense qu'au final, on va juste lire le premier paragraphe, parce que chaque fois, en fait, ils vont dire quelque chose que les progressistes n'ont jamais dit, et montrer un processus. C'est faux, c'est complètement stupide, en fait. Parce que chaque personne a conscience que la génétique a un impact sur nos comportements. Mais il faut savoir distinguer quelle est la partie... Enfin, qu'est-ce que la biologie impacte sur le comportement et qu'est-ce que la socialisation fait. D'abord, on ne peut pas juste dire que les personnes, si les personnes agissent comme ça, c'est juste la biologie. C'est pas possible. Parce qu'une personne, en fonction de son environnement, des personnes, de sa famille, des amis, de ce qu'elle va traverser comme événement, etc., ça va la forger d'une certaine manière. Et que si un événement s'était passé différemment, elle aurait un comportement différent, ce qui va changer sa façon d'être, etc. Bref, passons aux 3 parce que je sens qu'on va jamais s'en sortir. La psychologie évolutionniste étude des racines évolutives du comportement, qui est un faux domaine basé sur de fausses hypothèses. Ah bon. Là, c'est un peu compliqué. Parce que la psychologie évolutionniste... ça dépend en fait. C'est... En fait, c'est quand même bizarre pour des personnes qui se disent purement biologistes, etc. Et de dire, ouais, les sciences sociales. Et puis là, de dire, ouais, les sciences sociales évolutionnistes, ouais, ça c'est... Enfin bref. La biologiste P. Meyer s'est joint à plusieurs autres articles de ce domaine de la sociobiologie lorsqu'il a affirmé les prémices fondamentales de l'évolution psychologique sont fausses. Même psychologues sociaux qui acceptent presque l'universelle l'évolution elles-mêmes sont beaucoup moins enthousiastes à l'idée que l'évolution explique des aspects importants de la psychologie humaine, des attitudes sociales et des préférences. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais bref, je pense que surtout, on va parler des... Ouais, ça va être surtout de la sociobiologie. Est-ce que l'évolution humaine a eu des impacts sur notre comportement? Oui, sûrement. Il y a aussi... je pense que c'est beaucoup plus complexe en fait que ça. Je pense que ces personnes ont beaucoup tendance à se dire, je sais pas, avoir une vision très binaire du monde. Mais la psychologie évolutionniste, ça dépend laquelle en fait. Ça dépend. C'est comme dire que... ça dépend. Des fois... ça dépend des études, etc. Ça dépend de comment c'est fait, ça dépend du sérieux en fait. Parce qu'il peut très bien avoir des études, par exemple de biologie, mais des études qu'au final, qui fait que... il y a peut-être des études en biologie qui sont problématiques, mais ça ne veut pas dire que pour cela, la biologie est problématique. Là, ça va être un petit peu la même chose. C'est que la psychologie évolutionniste, il y a des études qui sont bien, d'autres qui sont pas bien, et puis des fois, il y a peut-être des prémices qui sont un peu bancales. Mais bon. Bref, passons à l'autre truc. Nous devons éviter d'étudier les différences génétiques de comportement entre les individus. Là, on retourne un petit peu à l'hypothèse. Mais... ça, c'est très compliqué à faire. Parce que étudier les différences génétiques de comportement entre les individus, ça veut dire qu'on serait capable de pouvoir différencier ce qui viendrait de la génétique, ce qui viendrait de l'inné et de l'acquis. L'hypothèse par défaut de nombreuses personnes, en particulier celles qui adhèrent à l'ardoise vierge, est que les différences génétiques entre personnes dans de tels traits que la réussite scolaire, le QI, et des traits similaires ne devraient pas être étudiés. Là, on a de gros problèmes en fait. Parce que déjà, par exemple, le QI, en fonction du test de QI, pas en fonction de vos cultures, etc., vous allez plus ou moins bien le réussir. Ça paraît con, mais si par exemple dans votre société, vous avez l'habitude de manipuler des objets géométriques en 3D,
vous allez réussir un test de QI qui vous fait travailler cet aspect. Mais si vous n'avez pas besoin dans votre culture, c'est sûr que vous n'allez pas réussir le bon test de QI. Par contre, si on fait un test de QI pour savoir comment se démerder pour trouver à manger dans la jungle, etc., je suis sûr que des Européens seraient archi nuls. Donc, c'est toujours ça. Le problème avec le QI, c'est... En fait, on mesure la capacité de réussite d'un exercice précis. Mais on n'est pas en train de mesurer l'intelligence. On essaye de mesurer, parce qu'il y a des différences de diverses matières, etc., pour avoir un petit peu un truc un peu abstrait. Mais on sait bien qu'en fonction de la culture, un test de QI, c'est plus ou moins fiable. Donc, bref, et même de ce que j'ai dit avant, étudier les différences génétiques, ça sous-entend qu'on serait capable de discerner ce qui est de l'acquis et de l'inné. Alors, si vous en êtes capable, à mon avis, vous avez un prix Nobel. Hein. Allez-y. La race et l'ethnicité sont des constructions sociales sans signification scientifique ou biologique. C'est plus compliqué que ça. Déjà, la race chez l'homme n'existe pas. Et l'ethnicité, ça dépend en fait. Ça paraît con, mais juste baser l'ethnicité sur des aspects génétiques, c'est un peu limite quoi. Donc c'est l'éléphant dans la pièce, affirmation sur laquelle il n'y a aucune valeur empirique à étudier les différences entre les races, les groupes ethniques ou les populations. Un tel travail est le plus grand tabou de la biologie, prétendument raciste et nuisible par nature. Mais l'affirmation en tête de ce paragraphe, une citation des rédacteurs de la blablabla, est fausse. Surtout en fait que ces trucs l'ethnicité sont des constructions sociales. Un peu, ouais. Parce que ça paraît con, mais par exemple, si vous avez un couple qui vient d'Afrique qui s'est mis en France, du coup, leur enfant, il est français. Et pourtant, il a plutôt... il sera plus proche, biologiquement, d'une personne, je sais pas d'où il vient. Et donc, juste lier un truc biologique... c'est fou en fait. Surtout dans ce jour où les flux de population sont de plus en plus, il y a plus en plus de flux de population. Et non, ça... Oui, les gens sont tous différents. Mais c'est pas parce que vous avez tel patrimoine génétique que vous allez être forcément de telle ethnie. Là, c'est aussi basique que ça. 6. Les modes de connaissance indigènes sont équivalents à la science moderne et doivent être respectés et renseignés en tant que tels. Alors, je ne sais pas qui a dit ça, mais bon. Parce que les peuples autochtones tels que les Maoris de Nouvelle-Zélande, les Amérindiens du Nouveau-Monde ont été victimes du colonialisme, leurs connaissances traditionnelles sont souvent saluées comme une version alternative à la science moderne. Ah bon? Une manière de savoir développer indépendamment de ce qu'on appelle la science colonialiste, mais considérée pas beaucoup comme d'égale valeur. Ah bon? Ça, c'est toujours très autocentré, où il y a des personnes qui disent oui, nous, la science, comme si en fait les autres tribus n'étaient pas capables aussi de faire des raisonnements, on va dire, scientifiques, etc. Et au bout d'un moment, c'est important en fait de savoir au niveau géographique, au niveau politique, au niveau de l'histoire, ce qu'ont vécu ces personnes, etc. Et c'est très complètement dénigrant en fait de dire on s'en fout de leur culture, de leur savoir, etc. Parce que ces personnes ont vécu dans telles conditions, etc. Et parmi leur histoire, ils ont fait des connaissances et on peut peut-être aussi des choses à nous apprendre par rapport à comment ils font la vie, comment ils font au niveau
philosophiques, etc. Et je pense se dire que il n'y a que notre façon de penser qui est la bonne, bah c'est ça qui est dangereux en fait. Et c'est pas vraiment de la science. La science, c'est écouter aussi ce que les autres ont à dire et se dire est-ce qu'ils ont à dire a un intérêt ou pas, est-ce qui leur expérience, etc. C'est fatigant en fait. Je crois que ça va être tout. Donc, alors, Jerry Cohen est professeur émérite au département d'écologie et d'évolution de l'université de Chicago, où il a travaillé sur la génétique. Cependant, c'est spécialisant des mouches des fruits. Il est diplômé au collège, outre 125 articles scientifiques, a coécrit un livre scientifique dans son domaine de recherche, spécialisation, et 2 livres commerciaux, Evolution is True and Face Visual Fact, Why Science and Religion are Incompatible, okay. Et les récipiendaires, Lucien Esmarais, biologie de l'évolution, le professeur au collège, s'intéresse à l'écologie des populations, à la phylogénie, à la spécialisation, à la génétique des populations et à la phylogéographie, d'importants travaux de terrain, etc. Bref, voilà. Alors, j'ai rien contre ces personnes, si ça se trouve, ces personnes sont excellentes dans leur domaine, mais là, ce que vous avez fait, en fait, c'est juste faire des hommes de paille et raconter de la merde, en fait. Parce que c'est facile en fait de faire dire aux autres ce qu'ils n'ont pas dit et leur dire ah enfin bref, j'ai essayé de faire un truc un peu rapide, j'ai fait vite fait. Si vous voulez vous intéresser plus, voilà, c'est un petit peu dur à digérer parce que c'est surtout voilà, c'est pas voilà, le style, c'est un truc scientifique donc assez lourdingue, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'espère pas trop dit trop de niaiseries et